Je vais commencer donc cette communication par un conseil très simple, c'est qu'il est, me semble-t-il, très important d'avoir une attention toute particulière dans ce texte à ce qu'on pourrait appeler le maraud facteur, c'est-à-dire le maraud versificateur, rimeur, d'une part, et d'autre part, d'avoir une attention tout aussi importante au maraud défenseur et illustrateur de la langue française. Maraud versificateur, maraud partisan du français, pour le dire très simplement. Alors ce sont deux aspects de l'œuvre ou de l'homme bien connus depuis longtemps, mais qui, sans être négligés par la critique, il y a une série de travaux là-dessus, ne sont pas toujours peut-être assez mis en avant par la critique marotique. Donc je vais essayer de vous montrer l'intérêt de ces perspectives. Et je vais commencer d'abord donc par la première figure que j'ai donnée, c'est-à-dire Marot comme virtuose du vers et de la rime. Et il se peut, ça ne résume pas tout Marot, loin de là, que la petite musique marotique, son charme particulier, vient de là, cette manière, de cet art-là du rimeur. Alors cet art, il éclate, ça vous le savez bien, notamment dans la petite épître au roi, c'est un des morceaux de bravoure de l'adolescence clémentine, qui a été commenté magistralement par François Cornillat dans son livre Ornement, donc avec toutes ces rimes équivoquées, mais qui ont la spécificité d'être équivoquées, mais sur la même base, rime, etc. Ce qui en change totalement le principe, au fond, et qui en fait un simple jeu ludique sans moralisation derrière. C'est le point de vue de Cornillat. Mais au fond, je suis parti donc de la pièce peut-être la plus connue et la plus commentée sur ce point, mais cette ingéniosité du versificateur, elle se retrouve partout et dans toutes les sections. Alors pour nous en tenir d'abord peut-être à la rime, il faut rappeler, c'est une évidence, je pense aussi pour vous, mais il faut peut-être commencer par ça, que Marot use un peu partout dans l'adolescence clémentine de l'arsenal des rimes extrêmement riches dont il dispose à ce moment-là. C'est par exemple, toute petite typologie, les rimes sénées qui scandent, c'est pas rien, le prénom de Clément. C'est Clément contre Chagrin cloué, Rondeau 17. Et qui répond à Étienne Clavier. C'est Étienne éveillé enjoué. Ces rimes sénées qu'on retrouve aussi dans le visage de l'auteur, dépeint en amoureux et conduit, quand Crainte lui dit de ne pas écrire parce qu'il est vraiment trop mauvais. Vous vous rappelez peut-être, ces mots finis, demeure mon semblant, et voilà les rimes qui commencent, triste transit, tout terni, tout tremblant. Puis là, on a toute une collection. Alors, arsenal, donc des rimes sénées, et puis je ne vais pas les faire toutes, des rimes équivoquées, des rimes couronnées, des rimes bâclées, des rimes enchaînées. Juste un mot pour dire que donc, dans ce texte, Marot s'essaye presque à toutes les rimes possibles. C'est ce coup d'essai, c'est aussi le coup d'essai de toutes les rimes, où le jeune poète, le poète, témoigne de son savoir-faire en la matière. On pourrait même, de fait, penser parfois que le point de départ d'un poème, son amorce, c'est peut-être une rime que Marot a dans la tête, et qu'il s'agit de faire sonner, et on partirait de ce matériau-là, puis après il y a une excroissance. C'est, je crois, je n'ai pas été vérifié, mais Frank Bauer, qui dans un très bel article sur les ballades, suggérait ça pour la ballade 3, la ballade de Frère Lubin, en disant on imaginerait très bien cette balade cocasse, qu'elle parte, au fond, de cette rime ou cette paronomase, Frère Lubin, faire le bien, ce qui ne va pas ensemble, a priori, et qui donnera le texte, il le fera bien, etc. Frère Lubin, faire le bien. Comme si Marot, en tant que poète, part de ça. Mais au fond, on pourrait avoir le même sentiment, notamment en regardant les épitaphes de Marot. Puisque beaucoup d'épitaphes partent, au fond, dans les premiers vers d'une rime sur le nom du mort. Et comme si c'était ça qui faisait démarrer le poème. Longueuil, épitaphe 2, long deuil. C'est la première rime.
Un peu moins visible, l'épitaphe 3, vous savez, le petit argentier. Le petit argentier qui eut le cœur si bon, large et entier. Argentier, large et entier. Pas totalement exact, mais elle fonctionne quand même assez bien. Et 2 premiers vers, une rime équivoquée, là, et puis le poème peut démarrer. Et à chaque fois, dans ce cas-là, il me semble que la rime équivoquée, dans les épitaphes, elle rend hommage. Même si cet hommage peut être rieur, hein, comme dans l'épitaphe 6. Et là, je vois que vous m'écoutez très bien, mais que peut-être vous n'avez pas le livre sous les yeux, c'est des fois difficile d'entendre. Hein. On a, par exemple, l'épitaphe 6, c'est des rimes équivoquées d'une très grande richesse. Hein. Coquillard, alors je vais prendre plutôt la première. La mort est je pire coquille, qui rimera avec coquille, et après le nom du mort coquillard rimera avec ni coquillard. Donc c'est très vrai de l'épitaphe 6, c'est très vrai de l'épitaphe 7. Si j'y repose et d'Orléans, le feu évêque d'Orléans, etc., etc. Et on aura peut-être la plus riche avec la plus grande épitaphe, la plus importante, celle de Jean Serre, le farceur, dans une sorte peut-être là d'épitaphe de Jean Serre qui est une sorte d'autoportrait de Marot ou d'épitaphe à l'avance. Ci-dessous J et loge en serre, ce très gentil Fallot Jean Serre. La rime équivoquée, elle remonte très loin. Donc, importance de la rime, et vous voyez, j'ai juste quelques remarques autour par exemple, des épitaphes et de cette faculté qu'a peut-être le poète d'avoir une rime en tête et puis de développer un poème. Si on se tourne maintenant, non pas du côté de la rime, qui a été de très loin le point qui a été le plus creusé par la critique, si on se tourne du côté du vers, on y trouve la même virtuosité. Et chacun, alors là c'est vraiment essentiel pour vous, doit entendre la distinction entre l'octosyllabe, qui est vraiment, et il est utilisé de cette manière par Marot, à l'époque, le vers léger, le vers plaisant, le vers rieur. La distinction donc entre l'octosyllabe et le décasyllabe, qui dans ces années-là, 1532-1538, est à peu près le plus grand vers qui existe. On a, je crois, très peu d'exemples d'alexandrin, en tout cas un dans les épitaphes, je me demande si ce n'est pas le seul. L'alexandrin ne se répand que dans les années 1550. Donc, octosyllabe et décasyllabe. Le décasyllabe, j'ai dit l'octosyllabe, c'est le vers rieur. Le décasyllabe, on peut dire, c'est le vers multi-usage. C'est-à-dire que c'est le vers le plus long, donc valable pour tous les textes graves, et qui peut, à l'occasion, évidemment, se retrouver dans d'autres gammes. Cette différence sonore, rythmique entre l'octosyllabe et le décasyllabe est par exemple essentielle pour commenter les épitaphes. J'y reviens. Car d'emblée, on distingue à l'oreille les épitaphes en décasyllabe, qui sont les épitaphes sérieuses. Celle de Jeanne Bonté, la première, celle de Christophe de Longueuil, un grand humaniste, au fond la seule personne importante des épitaphes, le petit Argentier et Catherine Budet. Voilà les épitaphes sérieuses décasyllabes. Et un cas exceptionnel, une épitaphe en alexandrin, alors d'autant plus sérieuse, pour le médecin du duc d'Alençon, maître André Levoux. Et dans les éditions postérieures à celles que vous avez, ça sera même indiqué, vers alexandrin. C'est-à-dire l'alexandrin comme vers justement de l'épitaphe, de l'inscription. Épitaphe sérieuse, en décasyllabe ou en alexandrin. Puis la section des épitaphes bascule, à partir de Coquillard, on vient de regarder, c'est l'épitaphe 6. Et là, on n'a donc que des épitaphes facétieuses, Jean Serre, Jean Levaux, Guyon-le-Roi, toute une bande de farceurs, tout en octosyllabes. Alors c'est tout simple, sauf une, je vais y revenir. Tout en octosyllabes, mais c'est des choses aussi à la fois simples pour nous, mais essentielles dans la poésie, que ce marquage-là. Alors j'ai dit tout en octosyllabes, sauf une, et là ça intrigue, c'est une épitaphe facétieuse, mais qui est en décasyllabe. Mais je crois que ce n'est pas un hasard, c'est celle de Guyon-le-Roi, un fou, qui s'attendait à être pape avant que mourir. Voilà.
un plaisantin, mais qui voulait être pape ou roi. Alors on lui fait un décasyllabe, c'est le moins qu'on puisse faire hein, pour ce roi, au fond, de pacotille. Je crois que le décasyllabe, ici, hein, a une valeur, au fond, héroïque-comique ou parodique. Cette distinction des vers, très importante pour les épitaphes, très importante pour les ballades, par exemple. Hein. Même effet. Dans les ballades, deux ballades qui sont de loin les plus légères sont évidemment en octosyllabes. C'est la ballade de Frère Lubin, dont on a déjà parlé, et c'est la dernière ballade contre celle qui fut Samy, la ballade 14, une ballade satirique contre celle qui a dénoncé Marot parce qu'il avait mangé le lard. Prunelle, il a mangé le lard. Donc ça, voilà, deux textes très clairement plaisants en octosyllabes. Les deux autres ballades en octosyllabes, ce sont les ballades 5, adressées à Marguerite, l'entrée à Marguerite, qui prend un tour très plaisant, et la ballade 6. Et puis de l'autre côté, on va avoir notamment toute la fin des ballades en décasyllabes, c'est-à-dire les ballades politiques ou religieuses extrêmement sérieuses. Comme l'a parfaitement montré François Roudot dans son édition, il en va de même pour les rondeaux. Les rondeaux, il n'y en a pas beaucoup qui sont en octosyllabes. Dès qu'ils sont en octosyllabes, il faut... Voilà. C'est d'emblée un signe, et qui ne trompe pas. Hein. Alors, je vous donne les numéros pour votre loto, hein, mais ils sont donnés par François Roudot hein, dans votre édition. 5, 6, 7. Ça fait une petite série, justement, de rondeaux légers. Hein. On va y revenir. 39, 40, 41, 44 et 50. Donc 5, 6, 7, 26, 39, 40, 41, 44, 50. Ça dit au moins le choix du vers que ce sont des poèmes plaisants, plutôt rieurs. Il y a quelques nuances, hein, et parfois, très franchement, amusants. Dernière chose pour cette petit survol de la versification du texte, il faut dans ce cadre-là, pour l'instant j'ai parlé très sommairement hein, du vers octosyllabe, le cas de l'alexandrin et du décasyllabe, être attentif, et ça c'est votre travail, à ce qui se passe à l'intérieur de chaque vers. Et je prendrai encore un exemple d'une épitaphe. L'épitaphe 5, Catherine Budet. C'est une très belle épitaphe avec un côté pathétique, plaisante et pathétique en décasyllabe. Mais ce qui est intéressant, c'est comment est traité le décasyllabe ici. Et je vais lire un moment du texte, mais vous allez voir, et ça c'est rare, le décasyllabe, c'est en principe 4, 6. On dit des fois 6, 4, mais quasiment pas le cas. Par contre, ici, il y a une multiplication des accents. C'est-à-dire, on n'entend pas 4, 6, 4, 6. On entend plein d'accents différents qui se multiplient. Et c'est-à-dire que l'épitaphe prend un ton de conversation familière. Et ça change tout. Mort a ravi Catherine Budet, si gît le corps. Hélas, qui l'eût cuidé? La honte. 4, 6. Elle était jeune, en bon point, belle et blanche. 4 accents. Déjà, on change le corps. Tout se lâchait, comme fleur de la branche. N'y pensons plus. Voir, mais du renom qu'elle mérite, en dirais-je rien? Non. C'est du 9-1. Le nom. Voilà. Et puis, etc. Puis on termine. Vous voyez? Et en fait, au fond, le charme, le travail poétique sur la pièce, c'est cette multiplication des accents. C'est trouver donc en fait un dialogue familier de conversation aux antipodes de la complainte. Bon, et là, vous avez vu ça ou vous verrez ça, hein, c'est aussi tout le rapport justement à la mort, hein, au deuil chez un chrétien comme Marot, hein, qui ne doit pas être compris, ce deuil, avec un discours de complainte. Très concrètement donc, vous devez exercer votre œil, votre oreille, à percevoir cet art-là, pour justement caractériser avec justesse les nuances du texte de Marot, ses tonalités. Vous devez donc devenir expert en art de seconde rhétorique. C'est comme ça qu'on appelait hein, l'art de poésie un peu dans son côté technique. C'est ce que vous demandera votre jury, de pouvoir dire ça, et tout est fait dans l'édition pour vous aider là-dessus. Mais, et c'est surtout ça qui m'intéresse, il n'y a pas que le jury qui vous demande ça. Marot le demande. C'est au demeurant, en effet, ce que Marot nous invite à être tous. Hein. Il demande à ses lecteurs d'avoir une compétence en art de seconde rhétorique. Qu'est-ce que je veux dire par là?
que à quelques moments du recueil, de façon tout à fait explicite, Marot attire l'attention du lecteur sur des règles de versification et l'oblige donc à devenir compétent, vigilant, expert. Et dans ce cas-là, Marot n'est plus seulement, comme on l'a vu, un bon versificateur, un très habile versificateur, mais c'est un maître en versification qui enseigne au lecteur ce qu'il doit comprendre. Deux exemples. Avant d'être maître, Marot d'abord joue l'élève ou du moins le disciple en matière de versification. Et ça, vous le savez très bien, car vous connaissez bien la préface, il attire à la fin de la préface l'attention du lecteur sur un problème très technique, sur celui donc qu'il appelle les coupes féminines. C'est le bas de la page 71. Il dit, dans le temps, j'ai fait des coupes féminines, il y en a encore un peu, excusez-moi. Je lis quand même avec vous le texte. Et là, nous commencerons par la première églogue des bucoliques virgiliennes. On commencera par la première traduction des bucoliques de Virgile, translatée certes en grande jeunesse, il y a très très longtemps, quand je ne savais pas écrire, comme pourrait en plusieurs sortes connaître, mêmement, c'est-à-dire surtout, comment est-ce qu'on verra que ça a été écrit en grande jeunesse par les coupes féminines, lesquelles je n'observais encore alors, dont Jean le maire de Belge, en les m'apprenant, me reprit. Voilà, petite scène comme ça indiquée à la fin de la préface où Jean le maire de Belge a été tirer l'oreille au jeune Marot en lui expliquant comment faire des coupes féminines. Marot, semble-t-il, ne va pas plus loin, c'est-à-dire qu'il juge son lecteur de 1532 suffisamment compétent pour comprendre de quoi il retourne. Ce qui n'est pas forcément notre cas. Donc, je vais essayer de repréciser ce que c'est. Quand un mot finit par une terminaison féminine et se trouve à la césure, quand on a un mot qui se termine par un E, ce qui suit ne peut pas commencer par une consonne. Il faut une voyelle pour qu'il y ait une élision et que le vers soit correct. Pour que mon propos soit à peu près compréhensible, on peut regarder une coupe féminine tout à fait bien faite au vers 9, au mélibé, et ça se termine par un E, c'est un mot féminin, ami-cher et parfait. Il y a une voyelle, le E est élidé, aucun problème. On a ça donc au vers 9, on l'a également au vers 9, au vers 10, non, peu importe. Or, Marot donc, a suivi avant la règle ancienne, où il gardait donc un E devant consonne, et ce n'était pas comptabilisé. C'est ce qu'on appelle donc la césure épique. Par exemple, il avait écrit « Au mélibé, mon ami ». Je crois que c'est encore donné dans les notes. Voilà la petite nuance. Pourquoi, maintenant ça c'est le côté technique, pourquoi attirer l'attention du lecteur sur ça, sur ce point-là, sur ces erreurs de jeunesse, juste pour s'excuser des maladresses de cette première traduction qui comporte en effet certaines coupes donc mal faites ou faites à l'ancienne? Je n'en suis pas sûr. Premièrement, il s'agit d'abord, me semble-t-il, de nouer une sorte de pacte de confiance, d'authenticité avec le lecteur, en disant « je vous donne les textes tels que je les ai faits ». L'adolescence clémentine, moi Clément, je vous parle, je vous raconte mon adolescence, je vous donne les textes tels qu'ils ont été faits, dans leur authenticité. Je ne les retouche pas, c'est faux. C'est faux puisque dans la version de 1532, il y a 19 césures fautives, dans celle de 1538, 5. Ça, c'est Marot faiseur, un peu, voilà, qui s'arrange, il laisse encore quelques erreurs de versification, mais pas trop, parce que ça ferait vraiment mauvais genre. Mais surtout, me semble-t-il, et c'est la deuxième raison, pacte d'authenticité avec la débrouillardise habituelle de Marot. Et surtout, dire ça, ça oblige donc le lecteur à s'intéresser à cette question, donc à traquer cette question-là. Et de quoi va s'apercevoir le lecteur? Et très vite qu'il n'y a plus aucune faute de versification. Et donc à applaudir Marot. Bravo Marot. Le lecteur se fait donc par ce tout petit prisme un des témoins des progrès de l'écriture de Clément Marot.
et voit à quel point Marot, au fur et à mesure, est devenu un excellent disciple de Jean Lemaire de Belge, sinon peut-être un maître en versification. Et donc l'adolescence clémentine, vous le savez bien, raconte ses progrès en poésie aussi. Voilà un point. Deuxième texte plus intéressant que je voudrais aborder, c'est l'autre, alors la grande leçon de Clément Marot, de maître Clément Marot, qui nous explique, c'est le premier rondeau, comment faire un rondeau. Et là, je voudrais réfléchir un peu dans le même cadre, à ce que ça vient faire là. À ce moment-là, on va lire le texte, le premier rondeau, là, qui me paraît là, très important à bien comprendre pour commenter tous les rondeaux, tous ceux qui vont venir. Marot donc attire notre attention sur l'art de la poésie, sur l'art de faire des rondeaux, mais je dirais tout de suite aussi sur le fait qu'il n'est plus le débutant. Le premier rondeau commence par « Maître Clément, mon bon ami ». C'est-à-dire que quelqu'un s'est adressé à lui et lui a dit « Maître Clément ». Donc cette fois-ci, ce n'est plus le débutant recadré par le maire de Belge, c'est bien un maître qui s'exprime, Maître Clément, un maître en poésie. Marot, dans ce rondeau, que je vais lire juste après cette remarque, attire notre attention sur des règles très techniques du rondeau, et notamment, c'est ce qui va m'intéresser, sur les règles qui régissent ce qu'on appelle le rentrement, ce retour, ce petit refrain du rondeau. Et cette leçon, elle va être donnée par l'exemple et par la leçon, les deux à la fois. L'essentiel ici, dans ce premier rondeau, c'est de montrer qu'est-ce que ça veut dire de rentrer de bonne sorte. Bien rentrer, faire un bon rentrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il faut qu'on lise ensemble le rondeau 1 pour bien comprendre ce que Marot, dès l'entame de la section, nous dit. En un rondeau sur le commencement, un vocatif, comme Maître Clément ne peut faillir rentrer par rue ou porte. Au plus savant poète m'en rapporte, qui d'en user se garde sagement. Bien inventé, vous faut premièrement l'invention déchiffrée proprement, si que, ainsi bien que, raison et rime ne soient mortes en un rondeau. User de mots reçus communément, rien superflu n'y soit aucunement, et de la fin, quelques bons propos sortent. Le rentrement doit être une sorte de pointe. Et de la fin, quelques bons propos sortent, et voilà le plus important, clouer tout court, rentrer de bonne sorte, maître passé serait certainement en un rondeau. Si vous savez faire ça, vous deviendrez un maître du rondeau. D'abord, par le texte lui-même, par la leçon, Marot nous montre que le rentrement d'un rondeau, en tout cas d'un rondeau double, c'est la reprise du premier mot du poème en un rondeau et qu'il fait 4 syllabes. Au début, ceux qui s'intéressent au médiéval savent que le rentrement du rondeau, ça peut être un double vers, voire un vers, et puis ça s'est réduit ici à 4 syllabes, en tout cas chez Marot. Première chose, le rentrement, c'est donc uniquement chez Marot, c'est les nouvelles lois qui se mettent en place, les nouvelles modes ou les nouvelles traditions autour du début du XVIe siècle. Donc le rentrement, 4 syllabes pour le rondeau, en tout cas double. Deuxièmement, et beaucoup plus important, le rentrement, il doit donc être clos, clore, puis rentrer. C'est l'avant-dernier vers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la strophe doit pouvoir être autonome sans le rentrement. On peut se passer du rentrement et le texte a un sens, à la fois sémantiquement et syntaxiquement, et que quand on rajoute ce petit bout-là, eh bien là aussi, ça a évidemment un sens et une syntaxe. Donc on doit d'abord arrêter sans le rentrement, clore, et puis après, rentrer. Et au fond, toute l'astuce du rondeau, c'est ce moment-là où il y a un silence, on a clos, et on attend, on sait pourtant ce qui va arriver, mais ça va arriver toujours étonnamment. On vérifie pour savoir si Marot sait faire, parce que c'est ce qu'il nous demande. Bien inventé vous faut premièrement, l'invention déchiffrée proprement, si que raison et rime ne soient mortes, afin que raison et rime ne soient pas mortes. Ça marche très bien. La strophe est autonome sans le rentrement. Ça a un sens, ça a une syntaxe. Évidemment, si que raison et rime ne soient mortes en un rondeau, ça fonctionne aussi. Donc, c'est bien.
Dernière strophe de Marot, maître, cloué tout court, rentré de bonne sorte, maître passé serait certainement, vous serez devenu maître. Ça marche très bien, et vous serez devenu maître dans la matière du rondeau. Ça marche très bien, donc Marot sait faire ça, il le montre et par la leçon et par l'exemple. J'en arrive au troisième point technique. Il faut donc, si on est un vrai poète, éviter les vocatifs. Et c'est ça tout le poème. Pourquoi? Parce que si je dis Marcel ou Maître Clément, je peux mettre ça à la fin de n'importe quelle phrase. Je dis une phrase, puis je rajoute Marcel ou Maître Clément. Et donc, c'est d'une facilité, c'est-à-dire que n'importe quel mauvais poète, il suffit qu'il commence le poème par un vocatif, Maître Clément, mon bon ami, et puis à la fin de chaque strophe, il mettra Maître Clément. Et là, il n'y a aucune difficulté. Donc, voilà la leçon qui est donnée dans le premier rondeau. À quoi sert ce poème, donc donné sous une forme de recette et placé, c'est évidemment pas un hasard, au tout début de la section? Eh bien, à modifier d'emblée les compétences du lecteur. Marot, en fait, donne des consignes très précises pour que nous puissions lire ces poèmes et vérifier s'il sait suivre les règles, et encore une fois, on l'applaudira, et on verra que l'adolescent est devenu un virtuose impeccable, ou, justement, que parfois, il commet des erreurs. Et c'est une manière d'attirer notre œil sur des bévues, sur des poèmes bancals, mal fichus, que le lecteur, donc, devenu expert en art de seconde rhétorique, doit traquer. Le plus bel exemple, il arrive assez vite. Le rondeau 7. Premièrement, ça se voit tout de suite, à un poète ignorant. Premier entrement, qu'on mène au champ ce cocardeau. C'est pas 4 syllabes, vous l'avez sous les yeux. Et puis regardez le dernier rentrement, qu'on mène au champ. Donc déjà, le rentrement n'a pas la même taille. Une fois qu'on mène au champ, ça va, 4 syllabes, puis une fois qu'on mène au champ ce cocardeau. Tout le vers entier. Bizarre. Si on réfléchit maintenant, la dernière strophe est correcte, mais pas la deuxième. Je reprends mon explication. Rondeau 7. Il n'a cervelle ni cerveau. C'est pourquoi si haut crier j'ose. Sémantiquement, ça, je crie quoi? Si haut, voilà. Il manque quelque chose. Et on se rend compte que donc cette strophe n'est pas close, et que surtout, on ne peut pas mettre qu'on mène au champ, ça ne voudrait rien dire. Il n'a cervelle ni cerveau, c'est pourquoi si au crier j'ose, qu'on mène au champ. On est obligé de dire qu'on mène au champ ce cocardeau, voilà ce que j'ose crier. Mal fait. Mal fait par tous les bouts. Et comme par hasard, c'est un rondeau en octosyllabes, qui va avec le précédent, une médisante, rondeau en octosyllabes. À un poète ignorant, rondeau ignorant. Le raisonnement est celui-là. Je ne crois pas me tromper. J'essaierai de le prouver. Un mauvais poète, un mauvais rondeau pour lui, ça lui suffira. Il s'agit bien, vous voyez, c'est une manière de le caractériser. C'est donc, clairement, vous n'aviez pas besoin de cette analyse-là, mais un rondeau satirique, simple, octosyllabique, qui forme couple avec la médisante, et qui joue là-dessus. Je regarde juste un petit peu pour ne pas multiplier les exemples. Vous regarderez vous-même le rondeau 25. Fausse fortune, et c'est un vocatif. On se dit, mais ce vocatif de fausse fortune, en fait, Marot, là, il attire notre attention en se disant, ça y est, il va faire quelque chose de mal. Et puis, ce vocatif, il devient, dès la seconde strophe, il est intégré dans la syntaxe, ce n'est plus un vocatif. Si je lis, composons un libelle qui pique dru et qui morde à loisir fausse fortune. C'est devenu un complément d'objet direct. Donc on croyait qu'il allait faire une erreur, mais non. Il a pris un vocatif, mais il ne l'a pas traité comme un moins que rien. Dernier cas que je voudrais regarder, le rondeau 41. Vous le connaissez sans doute, c'est bonjour, le rentrement. Alors ici, c'est un rondeau simple, donc le rentrement est que de 2 syllabes. Regardons le rondeau 41. Bonjour, et puis quelle nouvelle? N'en saurait-on de vous avoir si en bref ne m'en faites savoir, j'en ferai de toutes nouvelles. Puisque vous êtes si rebelle, bon veille, bonne nuit, bonsoir, bonjour, etc. Bonjour, c'est comme un vocatif. Je peux le dire à chaque fois. Sauf qu'une fois, il veut dire bonjour et une fois au revoir. Mais c'est une sorte de vocatif. Donc, Marot
là encore, s'amuse. Mais à qui écrit-il? Aux demoiselles paresseuses d'écrire à leurs amis. À des demoiselles paresseuses, un tout petit rondeau, de moindre prix, un rondeau paresseux pour demoiselles paresseuses. Alors il me semble, parce qu'on peut dire, mais c'est un peu peut-être excessif comme manière de commenter, hein, pas de remarquer, j'espère que les remarques en art de seconde rhétorique sont justes, mais de dire, voilà pourquoi il écrit comme ça. En même temps, Marot est un très grand amateur de cette convenance entre la forme et le destinataire. Et par exemple, ce n'est pas votre programme, mais quand il écrit des épîtres à des enfants ou pour des enfants, il va faire des épîtres de 3 syllabes ou de 5 syllabes. Il y en a des absolument magnifiques, c'est dans la suite de l'adolescence clémentine. Vous voyez, un enfant parle, ou on va s'adresser à un enfant, là on fait une épître pour enfants, avec très très peu de syllabes. Et puis, autre très bon exemple dans ce cadre, vous savez que votre œuvre en 1532, c'est l'adolescence clémentine, puis les autres œuvres faites depuis l'adolescence. Quelle est la dernière œuvre de ce corpus de 1532? Une ballade adressée à un des ennemis de Marot, un inconnu, mais qui lui veut du mal. Et là aussi, un poète ignorant. Ballade responsive à l'épître de celui qui a blâmé Marot, etc., à propos de l'épître du valet de Gascogne. Comment elle se présente, cette ballade? C'est dit dans le titre. Ballade responsive sans refrain. Une ballade sans refrain, c'est pas une ballade. Voilà. On fait exprès une ballade, on lui enlève le refrain, parce que de toute façon, c'est un ennemi, ça lui suffira largement, puisque c'est un ignare. Ce petit raisonnement vous redit à quel point il faut être très vigilant, plus qu'on l'est tous, à toutes ces marques-là. Parce que plus on lit Marot, avec un peu ces lunettes-là, un peu techniques, un peu particulières, plus au fond on trouve des choses. Et je donnerai juste un dernier exemple. Et je reviens à l'épitaphe. À l'épitaphe de Jean Levaux, l'épitaphe 8. Jean Levaux, pas sûr du tout que ça soit un vrai personnage, plutôt une sorte de personnage de farce. Hein. Jean, ça veut dire, c'est un prénom qui veut dire l'idiot. Hein, bon. Le veau, rondocette, tu n'es qu'un veau. C'est donc aussi un idiot. Or, pour un poète, un personnage, Jean Levaux, qui en plus est une petite fable, vous laisse prendre pour un bœuf, etc., qu'est-ce qu'on va faire comme épitaphe? Une épitaphe où les rimes, contrairement à tout ce qu'on a dit au départ, n'ont jamais été aussi pauvres. Jean Levaux, on attend une rime équivoquée, qu'est-ce qu'on a? Veau, taureau, O, même pas une consonne d'appui. Puissance, enfance, pas de consonne d'appui. C'est vrai dans tout le poème. On lui offre à ce pauvre Jean Levaux, dont on est bien content de se débarrasser, les rimes les plus pauvres qui soient. Ce qu'on appelle, mais je ne crois pas qu'il y ait le jeu de mots dans le texte, à l'époque, la rime Goret. Alors le veau qui... Bon, mais là par contre je pense que c'est une élucubration de ma part. On ne sait jamais avec Marot, mais c'est pas important. En revanche, vous voyez, c'est un micro-détail, hein, mais qui montre aussi à quel point ici, il y a totalement de la facétie vis-à-vis de ce personnage. Alors voilà donc pour le premier point. Je vais essayer d'être un tout petit peu plus rapide pour le second. Leçon de poésie. Mais il y a également donc une réflexion. Marot n'est pas seulement versificateur, mais Marot est aussi, donc, je l'ai dit, un défenseur et un illustrateur de la langue française. Et il y a aussi quelques leçons sur le français. Alors j'emploie à dessein les mots de Du Bellay, qui arrive, comme vous le savez, plus tard. Hein, la défense est de 1549. Même si, évidemment, entre Marot et Du Bellay, c'est tout un monde très différent. Hein. On est dans une toute autre éthique avec la Pléiade et dans un tout autre positionnement social. Ce qu'on peut remarquer, en tout cas, comme Marot, défenseur du français, en feuilletant l'adolescence clémentine, c'est d'abord que l'adolescence ne comprend pas, sauf erreur de ma part, le moindre texte de Marot écrit en latin. Il y a bien dans la préface des textes de Nicolas Béraud, de Nicolas Bourbon latin. Pas de Clément Marot. Il y a quelques insertions dans des poèmes, mais vraiment minimales, l'épitaphe, pater sancte, obsecrote, deux, trois formules latines, mais que du français. Que du français. Or, ce que l'on sait depuis les travaux de Michel Magnet, alors qu'on a pensé à tort, on l'a pensé à tort avant, c'est que Marot connaissait très bien le latin, était un bon latiniste. Il n'y a donc pas
ici une méconnaissance du latin, mais un choix du français. Et ce choix du français, il est lisible partout dans l'adolescence. D'abord, dans l'entreprise même de traduction des anciens, que Marot a pratiqué toute sa carrière, et dans laquelle traduire, du moins de la manière dont fait Marot, avec jamais le texte par exemple latin à côté, c'est dire une confiance dans la langue vernaculaire. Le fait de penser que la langue vernaculaire, la langue vulgaire, le français, puisse devenir une langue littéraire. Alors ce choix du français, on le trouve dans ce choix de la traduction, mais aussi dans le fait que Marot fait imprimer l'adolescence clémentine en 1532 par Geoffroy Tory. Tu l'auras. Oui, c'est bien un tableau. Geoffroy Tory, qui est l'imprimeur de l'adolescence clémentine en 1532 et qui est un des premiers grands défenseurs de la langue française, dans son champ fleuri. Pas peine de rentrer dans tous les détails. Mais en tout cas, premier imprimeur de Marot, Tory, et c'est pas rien. Et surtout, le fait qu'en 1533, comme vous le savez sans doute, Marot édite par exemple les œuvres de François Villon, avec d'ailleurs même dans cette édition justement des nouveautés typographiques, orthographiques, etc. Ce qui montre, ça veut dire quoi? Que Marot édite à la fois son père, François Villon, et le roman de la Rose. C'est qu'il croit au français. C'est qu'il croit à un patrimoine littéraire national, en langue française. Alors ce choix, au fond, militant, même si c'est le militantisme de Marot, surtout dans l'adolescence, voilà. C'est pas du Bellay, il ne proclame pas ça. Ce choix militant, il peut se lire aussi, alors pour être un tout petit peu plus précis, dans les traductions, dans le fait que Marot n'est pas tellement quelqu'un qui va s'intéresser au texte de départ, au texte latin de départ, mais au texte source, mais au texte d'arrivée. On le sait très bien, puisque par exemple le jugement de Minos, il ne le traduit pas à partir de Lucien, il ne le traduit pas à partir des traductions latines, néo-latines de Lucien, il se sert d'une traduction française du XVe siècle, Jean Milot. Il se moque un peu du texte originel. Ce qui importe, c'est de donner un grand texte en français. Par le fait aussi, alors là c'est très souvent signalé, très utile pour vous dans l'édition, que Marot, qui en tant que promoteur du français a hésité à trouver, notamment dans les traductions, les mots français. Est-ce qu'il faut les calquer sur le latin ou trouver des équivalents français? Il y a une sorte de premier moment de Marot qui est le calque du latin. C'est par exemple le début du temple de Cupidon, vers 1, c'est dit dans la note, c'est ver, V-E-R, qui veut dire le printemps. C'est un latinisme. Et puis, changement dans les réécritures, ça devient printemps. Même chose, c'est toujours, je crois, dans le temple de Cupidon, et également signalé dans l'édition, note 1, page 93, pharêtre, le carquois, calque du latin, et qui est transformé en trousse, mot français. Donc, ouais, ça vous suffit. 2 exemples, ver et pharêtre. Pour premier choix de Marot, le calque latin, et puis finalement on fait du français. Et en fait, si on regarde de très près les traductions ou même d'autres textes, c'est toujours comme ça. Alors il me semble que ce choix du français, il s'explique par l'histoire même de Clément Marot. De Clément Marot de Cahors en Quercy, dont la langue première n'a pas été le français, mais l'occitan. Alors ça, c'est le récit de l'enfer, qui nous le rappelle, page 432, alors ce n'est pas votre programme, mais c'est dans votre volume, et c'est bien utile, et ça c'est, me semble-t-il, un des moments que vous devez connaître, mais vous l'avez peut-être déjà rencontré. C'est vraiment le vers 399, où Marot raconte donc son arrivée dans le nord de la France. « N'ayant 10 ans, en France fut mené, là où depuis me suis tant pourmené que j'oubliais ma langue maternelle, et grossement appris la paternelle, langue française au grand cours estimée, laquelle enfin quelque peu s'est limée, suivant le roi François, etc. » Pour le dire autrement, comme vous le voyez, Marot est un poète francophone. On peut le dire comme ça.
au sens où sa langue première, apparemment, n'est pas le français. Et, me semble-t-il, c'est parce que justement, cette langue française ne lui est pas première, c'est-à-dire qu'elle ne lui est pas immédiate, naturelle, que le français devient pour lui un objet d'étude, d'analyse, de réflexion. C'est pas inné, puisqu'il a, enfin, bon, je vais pas, c'est pas immédiat. Du coup, je pense la langue que j'apprends et je réfléchis dessus. C'est ce que les spécialistes de la francophonie appellent la surconscience linguistique. Ce sentiment que les écrivains francophones, et c'est très, très vrai, n'arrêtent pas de réfléchir à la langue avec laquelle ils parlent. Alors cette réflexivité et ces petites leçons, elles se trouvent dans différents cadres. Il se peut que Marot ait participé à la brève doctrine, il se peut. Il semble que les dernières études, notamment de Guillaume Berton, n'aillent pas dans ce sens. C'est quoi la brève doctrine? C'est une réflexion sur l'orthographe du français. Je disais très 1533. Vous voyez les mêmes. En tout cas, là aussi c'est signalé dans l'édition, Marot, on vient d'en lire un passage dans l'enfer, n'arrête pas de dire que la langue progresse. Rondeau 19, le temps a fait notre langue plus fine. Ce sentiment-là que la langue française, sous François Ier, avec le jeu de mots très très banal, est repris. D'autre part, il donne de véritables leçons de français et de grammaire, et notamment une, mais vous ne la savez peut-être pas, enfin vous connaissez la règle, mais vous ne saviez peut-être pas que ça vient de Marot, c'est une épigramme qui n'est pas votre programme, qui est une leçon sur l'accord du participe passé. Et c'est Marot qui dit ça, une épigramme qui apparaît dans les œuvres de 38, « Enfants, oyez une leçon. Notre langue a cette façon que le terme qui va devant volontiers régit le suivant. Il faut dire en termes parfaits, Dieu en termes masculins, en termes parfaits, Dieu en ce monde nous a fait, faut dire en paroles parfaites, Dieu en ce monde les a faites. » Voilà. Petite leçon ici pour les enfants. J'ai trouvé, mais là, à vérifier, je n'ai pas eu le temps de vérifier, donc sur Internet, donc à vérifier, mais Voltaire qui aurait écrit, Clément Marot a ramené deux choses d'Italie, la vérole, bon ça on pourrait en discuter, mais, et l'accord du participe passé, je pense que c'est le deuxième qui a fait le plus de ravages. Là, il aurait assez... Bien. Donc, vous voyez, réflexion sur le français. Alors, je voudrais terminer l'exposé par une leçon qui est dans votre livre, me semble-t-il, et qui n'est pas comme ça aussi immédiatement décodable que celle du participe passé. Et il faut aller voir pour ça. Donc, je vais faire un examen dans le quart d'heure qui me reste de la ballade du jour de Noël. De la ballade de Noël, c'est-à-dire la ballade 11. Et qui va permettre un peu une synthèse de ce que j'ai dit. La ballade donc du jour de Noël, puis ça tombe bien parce que ça fait une sorte d'annonce, ce très beau texte, sur les festivités qui vont venir. Alors en fait, je vais quand même d'abord vous rappeler, mais très rapidement, parce que là, ce n'est pas le propos, mais cette pièce a été assez peu commentée. C'est une des pièces un peu abandonnées du recueil de Marot, et il est important, premier point, si vous aviez à la commenter, de comprendre qu'il s'agit ici d'une pièce qui appartient à une tradition, qui est la tradition des poésies de Noël. Ce que les spécialistes, il y en a un certain nombre maintenant, appellent la littérature noélique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette littérature noélique qui célèbre donc la nativité? C'est presque un genre à part. Alors, ça peut prendre des formes poétiques très, très différentes. Retenez ça, ces textes donc, de poésie pour Noël sont la plupart du temps faits par des hommes d'église, et ils étaient, ça c'est important, destinés à être chantés. À être chantés quand? Déjà où? Soit en famille, soit à l'église. Et à être chantés soit le 25 décembre, soit pendant toute la période qui précède, pendant la période de l'Avent. Ces textes-là, très divers, extrêmement nombreux, on a plein de recueils de Noël, fin 15e, début du 16e siècle, ils ont une trame narrative assez contrainte. De toute façon, ils ont un thème assez contraint, mais une trame, on va la voir. Il faut absolument qu'il y ait des bergers. Ces bergers, il faut qu'ils aient toujours les mêmes noms, etc. Une trame contrainte, une tonalité simple et une poétique codifiée. Je vous donne juste, par exemple, dans la poétique, il faut que le nom de Noël soit sans cesse répété. Et notamment, au premier vers, « Or est Noël, venu son petit trac ».
Noël, il faut que le nom Noël soit donné au premier vers, c'est le signal que c'est un Noël. Et il faut qu'il revienne dans le refrain, et ça ne revient pas n'importe comment, en général c'est chantons Noël ou chantez Noël. Et là, vous le voyez, hein, le refrain, vous le connaissez, c'est, hein, vous préparez, chantons Noël tant au soir qu'au déjuc. Et il constitue donc une sorte de paraphrase, j'y reviendrai, hein, d'un passage de Saint Luc, de l'évangile selon Saint Luc, l'annonce au berger, hein, que le Christ est né. Il s'agit donc ici bien d'un texte noélique, je vais un peu rapidement, toujours dans cette idée, et ça c'est pas inintéressant pour nous, qui à l'origine, et c'est vrai aussi pour Clément Marot, était chanté. C'est un texte qui était chanté sur un air connu à l'époque. Mais là, l'édition de 1538 a fait disparaître cette notation. Si on regarde l'édition de 1532, vous savez, la première édition de l'adolescence clémentine, eh bien, le titre n'est pas du jour de Noël, mais Noël en forme de ballade sur le chant « J'ai vu le temps que j'étais à Bazac ». Voilà, une chanson. Et en général, et c'est le cas, hein, les Noëls sont chantés sur des chansons très lestes. Hein, par exemple, Noël sur, c'est pas un Noël de Marot, hein, sur « Ah, Margot, lève la cuisse ». Vous voyez, hein, on est tout à fait, hein, je sais que, voilà, Pascal Chiron vous en a parlé récemment, mais sur, non, pas de la chanson, mais ce mélange du profane et du religieux, on chante Noël sur éventuellement une chanson obscène. Hein, c'est tous les problèmes de contrafacture. Donc ce texte était chanté, et peut-être même, je ne rentre pas dans tous les détails, il était peut-être dansé. J'ai fait une enquête là-dessus, et je suis incapable de mener ce genre d'enquête, mais en me faisant aider d'une musicologue qui, regardant les partitions de musique qu'on a de cette chanson-là, pense que c'est une chanson à danser. Du coup, vous voyez, le vers 6, chantons, sautons, dansons. Il se peut que ce ne soit pas métaphorique, que la chanson soit là pour ça. Ces informations, un peu hors de mon propos, mais juste comme rappel de cadre pour cette chanson, rappellent donc que la poésie lyrique de Marot n'était pas au départ cantonnée à la seule section des chansons. Et par ailleurs, j'ai dit tout à l'heure, la poésie de Marot, c'est des fois peut-être au départ des rimes. C'est peut-être aussi parfois un air de chanson. Et sur cet air de chanson connu, on écrit un poème. Ici, la chanson de Noël. Dernière chose sur le chant noélique, hein, c'est que, et là aussi c'est intéressant par rapport à la dissertation que vous avez eue, comment Marot se mêle à l'héritage pour en faire quelque chose de tout à fait différent. Alors là, on aurait un Noël comme un autre, un Noël comme il y en a des milliers, hein, qui auraient été chantés à la messe ou en famille. Pas sûr. D'abord, c'est une ballade. Et une ballade, c'est compliqué à faire. C'est pas au premier venu. Et c'est voilà, une ballade assez organisée. Et surtout, regardez l'envoi de la ballade. Prince dévot, souverain catholique. Et puis on reprend, mais on s'adresse au prince chrétien, un dévot, pas au sens péjoratif, souverain catholique. Il y a de fortes chances que Marot se glisse dans la tradition de Noël pour offrir une ballade au roi, à qui il s'adresse, prince dévot, souverain catholique, à François Ier, pour lui remettre un jour de Noël, de je ne sais quelle année. De même qu'on sait que l'épître du Valais de Gascogne a été donné comme étrenne, cette fois-ci le 1er janvier 1531, au roi. Donc, comment il prend cette tradition pour en faire autre chose? Bon, mais ce n'était pas mon propos du jour. Mon propos, c'est qu'évidemment, ce Noël n'est pas un simple Noël, puisque, comme vous le savez, comme c'est souligné dans l'édition, il a des drôles de rimes. Et donc, ce poème noélique, il est fait en rime dite rauque. Je lis juste le début. Or est Noël venu son petit trac, su donc au champ bergère de respect, prenons chacun panetière et bissac, flûte, flageole, cornemuse et rebec. Or n'est pas temps de clore le bec, chantons, sautons et dansons ricaric, etc. Vous avez compris le sens. Il y a donc une spécificité formelle, et vous savez maintenant, mais vous le saviez bien avant moi, hein, qu'il faut s'interroger là-dessus. Tout le texte est fait dans ces rimes, donc avec voyelle plus C. Quand même très, très particulier. Ce qu'on appelle
traditionnellement une rime rauque ou des rimes rauques. Ayant fait une petite enquête là-dessus, c'est un anachronisme critique. Jamais aucun poéticien du Moyen-Âge, du XVIe siècle, du XVIIe n'a parlé de rime rauque. Cette rime rauque, l'appellation rime rauque, vous allez voir, vous dites, mais on s'en moque royalement. Pas totalement. Ça a été donné par un spécialiste des grands rhétoriqueurs au début du XXe siècle. C'est Henri Guy qui dit, moi j'appellerais bien ça les rimes rauques. Puis, après, tout le monde a repris cette appellation. Alors ça, on s'en moque. Sauf que, j'ai cru en tout cas à tort, que c'était donc une rime homologuée. Rime rauque comme rime couronnée, rime sénée, rime enchaînée, celle qu'on a vue tout à l'heure. Pas du tout. Aucune description de cette rime dans les traités de l'époque. Sauf chez Thomas Sébillet, juste 1548. Et qu'est-ce qu'en pense Thomas Sébillet du mal? Parce qu'il n'y voit pas ce que nous on voit, une virtuosité, etc. Il y voit une pauvreté incroyable. Vous voyez, hac, hac. Voilà, pas grand-chose pour faire aimer. Je lis Thomas Sébillet. Il fait une typologie des rimes. Alors, il part des rimes équivoquées, magnifiques, etc. Puis il arrive quasiment à la rime Goret. Et puis la voilà. La cinquième dernière espèce de rime est appelée pauvre, c'est la nôtre, à cause de son indigence et imbécilité, au sens imbécilité, faiblesse. Tu en as un exemple en une ballade de Marot du jour de Noël. Or est venu Noël son petit trac. Tu vois par tout ce couplet et les autres que tu pourras voir en Marot, la plupart des vers ne se ressemblaient que d'une syllabe et demie seulement, presque rien. Alors là, donc, si on fait un peu de la poétique historique, c'est pas inintéressant. Ça veut dire que la réception du texte, c'est celle-là. Pas du tout quelque chose de magnifique, mais ce qu'on pourrait appeler un art pauvre. Cette rime-là, elle est là pour signaler un art pauvre qui paraît convenir, encore une fois, à la scène de la nativité, à son récit pastoral, une scène très familière. Alors, un des éditeurs, pas François Roudot, mais un autre éditeur, François Rigolo, qui commande cette pièce, est également sensible à ça, et nous dit « Peut-être avec ces rimes rauques entend-on le clic-clac des sabots de bois portés par les petits santons qui s'avancent vers la crèche. » Je n'irai pas aussi loin, et dans un sens en fait inverse, parce que si on enquête sur la mémoire auditive des contemporains, quand est-ce qu'ils entendaient des rimes comme ça? Pas avec les petits santons de Noël. Les rimes rauques, puisqu'on va les appeler comme ça, c'est quand même pratique maintenant, on les rencontre dans 3 corpus. Quand il y a des diables, quand il y a des diables sur scène, et notamment dans les mystères, les diables peuvent parler en rimes rauques. André de Lavigne, ballade de chant royal finissant toute par C, accumulation de termes injurieux adressés par un diable à Lucifer. C'est le bruit des diables. Voilà, c'est ces diables-là. Deuxièmement, on les rencontre dans les chansons, c'est d'ailleurs les chansons sur lesquelles s'appuie Marot, des chansons de coq à l'âne, un peu folles. Et surtout, les rimes rauques, on les rencontre dans plein de textes obscènes. Bon, et je vous passe la suite. D'ailleurs, François Roudot cite le début d'une ballade de Molinet, qui est une ballade obscène, dont le titre est « Pour un vieil gaudisseur », pour celui qui a bien profité de la vie, mais caduque. Et vous lirez le texte et qui dit « Bon, voilà, je peux plus y aller, c'est dès le 4e vers, car quand je veux à Baudrier ou à Cric tendre l'engin, j'ai mal en l'estomac. » Bon, voilà, l'engin, vous avez... typique. Ça veut dire quoi? Ça, c'est donc... J'en arrête là pour le commentaire des rimes rauques, puis j'arrive au commentaire sur la langue française. Qu'on a donc un procédé très affirmé, mais où derrière ces sons-là, ce qu'on entend, au fond, c'est justement tout cet amusement. C'est-à-dire que Marot transpose, convertit, en fait, des sons obscènes ou diaboliques, ou lubriques, en autre chose. Et en même temps, sans doute qu'un auditeur du temps conservait les deux. C'est-à-dire l'énergie joyeuse, à la fois des diables et des textes obscènes, et puis le texte de Noël, sans que cela ne pose aucun problème. C'est le cas encore pour l'autre Noël de votre texte, vous le savez, c'est la chanson 25. Ce n'est pas hasard, la chanson 25 de Noël qui raconte l'arrivée du Christ avec une scène de berger et bergère assez explicite là-dessus. Donc, mélange ici donc du profane et du sacré.
Dernier point d'analyse, c'est que ces rimes, elles sont, comme vous ne l'avez peut-être pas encore vu, fondées sur un ordre alphabétique. Ce n'est pas seulement des rimes rauques, c'est ac, ec, ic, oc, uc, A-E-I-O-U. Un peu étrange, elles sont faites de cette manière. C'est-à-dire que ces rimes sont classées dans l'ordre des voyelles du français. Vous imaginez là la contrainte quand même assez grande. Alors je passe, j'ai retrouvé un texte précédent, Marot, qui est écrit en rime rauque et suit, encore un texte obscène, suit l'ordre des voyelles. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc maintenant, c'est plus seulement une question de poétique, c'est qu'en même temps, on nous décline les voyelles du français. Ce jeu-là rattache bien sûr Marot à ses prédécesseurs, les grands rhétoriqueurs. C'est une expression de Paul Zumthor, les jongleurs de syllabes. Il y a ce jeu, on l'a vu tout à l'heure avec les rimes sénées, on va décomposer par lettres, etc. Bien sûr. Mais en même temps, on peut dire, je précise juste, qu'il peut s'agir d'une sorte d'exercice de dictionnaire. Parce que, c'est un peu savant, mais il existait à l'époque, pas exactement ce qu'on appelait des dictionnaires, mais des listes de rimes, pour les poètes en mal quand ils ne trouvaient pas une rime. Et il y en a là, pas mal au fin du XIVe siècle, XVe siècle, début du XVIe siècle. Or, quand on va regarder ces listes, ces petits dictionnaires de rimes, on va trouver des rimes en hoc, en huc. Par exemple, en huc, j'ai été voir un de ces dictionnaires de rimes, début du XVIe, Saint-Luc, jouer du luc, caduc, induc, demeurer au cruc, turc, au déjuc. Donc il se peut aussi que Marot s'amuse comme vraiment un exercice d'école. Il va voir le dictionnaire, il a toutes ces rimes, puis il en fait quelque chose. Mais ce qu'il me semble, c'est que, quand même, en mettant ces rimes en ordre alphabétique, Marot fait signe vers le français. Un français qu'il illustre ici de façon originale et peut-être même polémique, quand il dit au vers 26 « Chante Noël en français et en grec. L'ange me dit « Chante Noël en français ou en grec. » Alors là, ça nous demande un petit temps de réflexion. Au fond, je me suis intéressé à ce texte parce que pendant longtemps, j'ai eu une remarque d'une collègue dans un très bon article, Marie-Françoise Notz, qui disait un mot de ce poème en disant ce poème-là, ça doit rappeler les Noëls d'enfance de Marot, les Noëls occitans avec les langues, les sons hoc. Je m'étais dit, bon, c'est une belle idée de voir la Marot enfant qui se rappelle ces rimes-là. Et je pense que c'est faux, qu'il en va totalement autrement. Pourquoi? Parce que le genre des Noëls, il connaît un développement considérable dans toutes les langues du royaume. Des Noëls, il y en a évidemment en français, mais il y en a en poitevin, en limousin, en franco-provençal, dans tous les dialectes et toutes les langues du royaume. Et il existe beaucoup de textes de Noël qui sont ce qu'on appelle la base française, mais qui comportent des mots dialectaux. Là, rien. Absolument rien. Il n'y a pas un mot dialectal ici. Et au contraire, on n'a donc pas un retour vers la Languedoc. Au contraire, on demande à ce que l'ange demande au poète à ce que Noël soit chanté en français et en grec. Or, quand on regarde les textes de Noël, j'en ai feuilleté certains, il y a de quoi faire, mais j'ai aussi lu quelques articles là-dessus, ce n'est pas du tout courant que, non pas que le Noël soit en français, mais qu'on appelle à le chanter en français, et ce n'est pas innocent de la part de Marot. D'autant plus qu'un critique, Mombello, a retrouvé une première version de ce texte. Une première version de ce texte dans un petit recueil de Noël. Donc ce chant de Noël, il existe en 1532, mais il existe dans une précédente édition avec 9 Noëls, qui a été retrouvé par le fils de Colomb à Turin, qu'il a acheté à Turin, etc., et qui se trouve à la bibliothèque colombine. Et une des variantes du texte concerne ça. C'est-à-dire que dans l'ancienne version, on a « Chante Noël » en latin et en grec. Première version de Marot, et puis il change, chante en français et en grec.
Alors il me semble que là, la variante quand même donne du poids à ça. Surtout qu'on est à un moment très précis où c'est l'ange qui demande donc de chanter Noël, c'est-à-dire, c'est à la rime, demander à Saint Luc de dire l'évangile de Saint Luc en français ou en grec. Alors là, il se peut qu'il y ait un message fort évangélique. C'est-à-dire que, comme vous le savez, l'évangile, donc voilà, la langue d'origine, c'est le grec, et la demande des humanistes, c'est justement de revenir à ce grec d'origine et puis de traduire dans les langues vulgaires. C'est le cas d'Erasme, qui donc va traduire l'évangile, alors en tout cas lui en latin, mais à partir du texte grec. Et puis après Lefebvre d'Étaples qui traduit en français. Donc là on a peut-être un message fort, alors évangélique de Marot, disant l'évangile, celui de Saint-Luc, il doit bien être chanté à partir du grec, du texte d'origine, et non pas du latin, etc., et notamment en français. Une remarque pour aller un peu moins loin que ça. Je dis bien aussi que cette analyse, c'est une analyse qu'avait proposée dans son édition Gérard Defoe, qui avait été très sensible à ce point-là. Je crois que c'est important, et la variante là, va me semble-t-il, nettement dans ce sens. En même temps, ne pas trop exagérer les choses. Grec est presque obligé à la rime, ici. Dans tous les dictionnaires de rime, si on va à Eck, on aura grec. Bon. C'est, disons, une des composantes. Autre manière un tout petit peu de pondérer. Il y a un manuscrit d'un prêtre, d'un curé de la fin du XVIe siècle qui, dans des Noëls, recopie celui-là. Il le recopie intégralement, chantons en français et en grec, mais il invente un refrain, et le refrain, c'est chantons Noël en latin et en grec. Il remet le latin pour ses destinataires. Donc ça l'a quand même un petit peu surpris. Et en même temps, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas là dans le Marot évangélique polémique. Parce que vous voyez à quel point, d'ailleurs, si on ne l'avait pas trop mis en valeur, mis à part Gérard Defoe, c'est que ce n'était pas si évident. Et je voudrais vous lire juste un autre passage où là, il y a une défense du grec, et notamment de l'ancêtre du Collège de France, où François Ier a fait donc, construire à la suite de Guillaume Budet, enfin dans le sillage de Guillaume Budet, ce collège avec 3 chaires, enfin avec différentes chaires, dont évidemment une chaire d'hébreu, une chaire de grec, et de beau latin, de latin adéquat. Marot va en parler, et alors là, vous allez voir que la défense du grec, c'est pas du tout dans le même ton. Sauf que Marot est en exil, et donc c'est plus du tout le même Marot. C'est après l'affaire des placards. Et donc Marot écrit à propos de ces questions de langue, mais donc dans l'épître d'exil de Puyferrare, on est là en 1535, et ça change tout. Et il s'en prend à la Sorbonne, qui évidemment, qui s'oppose à l'apprentissage du grec, etc. Il écrit au roi, à François Ier, « Sans cause qui soit bonne, me veut de mal l'ignorante Sorbonne. Bien ignorante elle est d'être ennemie de la trilingue. » J'ai dit latin, mais surtout grec et hébreu. « Bien ignorante elle est d'être ennemie de la trilingue et noble académie qu'a érigée, que toi, François Ier, tu as érigée. Il est tout manifeste que là-dedans, le là-dedans c'est la Sorbonne, il est tout manifeste que là-dedans, contre ton vœu céleste, est défendu qu'on ne vouaise allégant, hébreu, ni grec, ni latin élégant. Ils n'en veulent pas. Disant que c'est langage d'hérétique. Ô pauvres gens, de savoir toute éthique, éthique, pauvres de savoir, qui ne comprennent pas l'intérêt du grec, de l'hébreu, etc. Vous voyez, on ne peut pas mettre l'adolescence clémentine reste, voilà, et là c'est un texte plutôt de jeunesse. Donc il y a cette demande-là, mais qui n'est pas du tout déclinée de la manière dont elle le sera plus tard. Donc, juste vraiment un mot de conclusion, et j'ai été beaucoup trop long par rapport à ce que j'avais prévu. Donc, ce petit parcours, juste deux points, pour vous rendre sensible à cette attention qu'a Marot à la fois à l'art de la poésie, et donc ça peut être des choses très simples, mais qu'il ne faut pas oublier, et plus spécifiquement à un art de la poésie d'expression française. Art de la poésie
art de la poésie d'expression française. Et deuxième et dernière remarque, il me semble que, à la manière de Clément Marot, c'est-à-dire discrètement mais fermement, il y a une affirmation dans le texte. Et au fond, sur le modèle des arts poétiques, de la capacité de la langue vulgaire, et du fait que son illustration a ses propres lois, que le français et la poésie est tout sauf anarchique, et notamment que c'est nécessaire pour la poésie de langue française.